Imagine un tueur de 19 ans, qui rit au visage des parents de sa victime pendant qu'ils pleurent la mort de leur fils. Chaque sourire, chaque moquerie, était une gifle à leur douleur. Son nom, Shaondell Jackson, un jeune homme de Milwaukee convaincu qu'il pouvait défier la justice. Mais ce rire allait devenir le début de sa chute. Quand le marteau du juge est tombé, le silence s'est brisé. Le tribunal a explosé dans un chaos inimaginable. C'est l'histoire glaçante d'un adolescent sans remords, et du jour où la justice l'a réduit au silence. C'était un soir d'été, le 6 juillet 2009, dans le quartier de River West, à Milwaukee. Une nuit comme tant d'autres. Les rues étaient calmes, les lampadaires diffusaient leur lumière orange sur les trottoirs encore tièdes. Personne ne se doutait qu'un drame allait frapper, un drame né d'une simple envie de voler. Ce soir-là, Shaondell Jackson, 18 ans, n'avait qu'une idée en tête, faire de l'argent, vite, peu importe le prix. Avec lui, Derek Thomas, 20 ans, son ami, son complice. Deux jeunes perdus, marqués par la pauvreté, la rue et la violence quotidienne. Mais dans leurs yeux, il n'y avait pas seulement la faim ou la misère. Il y avait aussi une forme d'arrogance. Un sentiment de toute puissance. Comme si rien ne pouvait les arrêter. Le ciblage d'un innocent. Pendant qu'ils erraient dans le quartier, ils ont repéré Nathan Potter, un étudiant de 21 ans à l'université du Wisconsin-Milwaukee. Nathan revenait d'une soirée avec des amis. Il étudiait le cinéma, rêvait de réaliser ses propres films. Il marchait tranquillement vers son appartement de River West, les écouteurs dans les oreilles, sans se douter que deux silhouettes le suivaient dans l'ombre. Shaondell et Derek se sont approchés. Ils lui ont ordonné de sortir son argent. Mais Nathan n'avait rien sur lui. Pas un cent. C'est à ce moment que tout a basculé. Sans hésiter, Shaondell a sorti une arme. Un pistolet chargé, qu'il portait comme s'il faisait partie de lui. Il a levé le bras. Et d'un geste froid, il a tiré. Une balle. Directement dans la poitrine de Nathan. L'impact l'a fait tomber sur le trottoir, incapable de respirer. Il s'est vidé de son sang, seul, au coin de North Main Street. Une vie fauchée, sans raison, pour un vol qui n'a rien rapporté. Mais ce meurtre n'est pas né de nulle part. Shaondell Jackson, né en 1990, avait déjà un long passé avec la justice. Depuis son adolescence, il vivait dans la rue, élevé par sa mère, Rachel Jackson, qui se battait seule pour le garder sur le droit chemin. Son père, lui, n'était jamais là. Autour de lui, les fusillades, les trafics, les gangs étaient le quotidien. Un de ses mentors, la seule figure positive qu'il respectait, avait été assassiné quelques années plus tôt. Depuis, quelque chose s'était brisé en lui. À 19 ans, il avait déjà été arrêté pour résistance à la police, possession d'armes dissimulées, et même une tentative de meurtre une semaine avant la mort de Nathan Potter. Il avait tiré sur un autre homme lors d'une dispute. Et pourtant, il était toujours libre. Ce soir de juillet, cette liberté allait s'éteindre définitivement. Après avoir abattu Nathan, Shaondell et Derek ont pris la fuite en courant dans la nuit. Ils ont disparu dans les ruelles, laissant derrière eux un corps sans vie et une famille qui ne comprenait pas encore que leur fils ne rentrerait jamais. Quelques heures plus tard, les deux jeunes ont quitté Milwaukee. Shaondell a sauté dans un bus pour le Mississippi, où il avait de la famille. Il pensait que là-bas, il pourrait se cacher, recommencer à zéro, effacer ce qu'il venait de faire. Pendant plus de 2 mois, il a vécu tranquillement, comme si de rien n'était. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. C'est finalement son propre oncle, Gerald Hawkins, qui a mis fin à sa cavale. Il savait où Shaondell se cachait. Et même si c'était douloureux, il a pris son téléphone et a appelé la police. Car, comme il le dira plus tard, on ne peut pas protéger un meurtrier, même s'il porte ton sang. Le 14 septembre 2009, la police a fait irruption à Gulfport, Mississippi. Shaondell Jackson a été arrêté sans résistance. Son complice, Derek Thomas, avait déjà été capturé quelques jours après le meurtre et avait avoué. Il a raconté toute l'histoire. Et il a désigné Shaondell comme celui qui avait tiré. Quand les enquêteurs ont interrogé Jackson, il a avoué sans émotion. Il a décrit le meurtre comme un simple choix, un acte sans conséquence. Il souriait même pendant son récit. Comme si la vie d'un autre homme n'avait jamais compté. Et c'est là que tout le monde a compris. Ce n'était pas un accident, ni une erreur de jeunesse.
C'était un crime froid, prémédité, commis par quelqu'un qui ne ressentait aucun remords. Et si ce genre d'histoire te touche, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne raconte pas juste des crimes, on raconte des vies brisées, des choix et des leçons. Le procès de Shaondell Jackson s'est ouvert en février 2010, au tribunal du comté de Milwaukee. Pendant des mois, la ville entière avait attendu ce moment. Les journaux en parlaient chaque jour. Et pour beaucoup, ce procès n'était pas seulement celui d'un jeune tueur, c'était aussi celui d'une génération perdue dans la violence des rues. La salle d'audience était pleine à craquer. Dans les premiers rangs, la famille de Nathan Potter. Son père, John, sa mère, Denise, et sa jeune sœur, assis côte à côte, les yeux fixés sur celui qui avait détruit leur vie. À quelques mètres d'eux, Shaondell Jackson, vêtu d'un uniforme de prison orange, les menottés, la tête haute. Il n'avait pas l'air inquiet. Il souriait. Dès le premier jour, son comportement a choqué tout le monde. Il riait pendant la lecture des charges. Il chuchotait des plaisanteries à son avocat. Et quand les témoins prenaient la parole, il levait les yeux au ciel, soupirait, ou secouait la tête en signe de moquerie. Pendant que la mère de Nathan racontait, en larmes, comment elle avait appris la mort de son fils, Shaondell esquissait un sourire. Un sourire que personne n'oubliera jamais. Un journaliste présent ce jour-là a écrit. Ce n'était pas un regard vide. C'était un regard de défi. Comme s'il voulait leur dire, je ne regrette rien. La famille Potter, bouleversée, a dû écouter chaque détail. La manière dont Nathan a été suivi, menacé, puis abattu d'une balle en plein cœur pour un vol qui n'a rien rapporté. Et face à ce récit, Jackson restait impassible, presque amusé. Quand le moment est venu pour la famille de la victime de prendre la parole, le silence a envahi la salle. Chaque mot tremblait d'émotion. Le père de Nathan a dit « Votre honneur, rien ne pourra jamais ramener notre fils. Mais votre sentence peut empêcher cet homme de faire du mal à d'autres. Il faut que ça s'arrête ici. » La mère, elle, n'a pas pu retenir ses sanglots. Elle a crié. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça? À tirer sur un garçon qui n'a rien fait? Ce n'est pas un être humain, c'est le mal incarné. Mais ce qui a provoqué le plus grand choc, c'est la réaction de Shaondell. Pendant qu'elle parlait, il a ri. Un rire étouffé, nerveux, mais bien réel. Assez pour que des murmures de colère traversent la salle. Un agent de sécurité a même dû s'approcher pour lui dire de se calmer. Puis, ce fut au tour de Rachel Jackson, la mère de l'accusé. Elle s'est levée, tremblante, tenant une photo de son fils enfant. Elle a supplié le juge de voir en lui autre chose qu'un monstre. « Mon fils n'est pas un démon. Je l'ai élevé seul, j'ai fait ce que j'ai pu. Il a fait des erreurs, oui, mais il a aussi un cœur. Il n'est pas ce qu'ils disent. » Sa voix se brisait entre chaque mot. Elle a même dit qu'en voyant le meurtre à la télévision, elle avait pleuré, sans imaginer que son fils y était mêlé. Mais le contraste entre sa douleur de mère et le mépris de son fils pendant le procès était impossible à ignorer. Les jurés avaient déjà tout vu, les preuves, la confession enregistrée, les vidéos où il se vantait d'avoir visé sans témoin. Et maintenant, il voyait son absence totale de remords, en direct. L'accusation, menée par le procureur Mark Williams, a présenté des éléments solides. Les douilles retrouvées sur la scène du crime correspondaient à l'arme de Jackson. Son complice Derek Thomas l'avait clairement désigné comme le tireur. Et surtout, la vidéo de son interrogatoire, où il raconte calmement le meurtre, comme s'il parlait d'une simple anecdote. « Je l'ai vu. Il a dit qu'il n'avait rien. Alors j'ai tiré. » Des mots froids, sans émotion. Le procureur a déclaré « Ce n'est pas un garçon perdu. C'est un jeune homme qui a choisi la violence, encore et encore. Ce n'est pas la pauvreté qui a appuyé sur la gâchette, c'est lui. » Le dernier mot. Avant que le juge ne prononce la sentence, Jackson a eu la possibilité de parler. C'était sa dernière chance. Pendant quelques secondes, tout le monde a cru qu'il allait enfin montrer un signe de regret. Il a levé les yeux, a inspiré profondément, puis a dit « Je m'excuse pour mon comportement. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne me prenez pas ma vie. » Mais dans la salle, personne n'a cru à ces mots. Après des jours d'arrogance, un simple désolé sonnait creux, vide, presque insultant. Même le juge, Rebecca Daley,
restait de marbre. Elle avait vu des criminels repentants. Mais jamais un jeune homme si froid, si détaché, si déconnecté de la réalité de ce qu'il avait fait. Tout le monde savait que le verdict allait tomber. Et que cette fois, aucune moquerie ne pourrait sauver Shaondell Jackson. Le 16 avril 2010. C'est le jour que toute la ville de Milwaukee attendait. Le jour où la justice allait enfin rendre son verdict dans l'affaire Shaondell Jackson. La salle d'audience était pleine. Chaque siège occupé. Les caméras étaient prêtes, les journalistes en alerte. Et dans un silence lourd, presque religieux, le juge Rebecca Dalley entra. Elle savait que ce jugement allait marquer les esprits. Pas seulement à cause du meurtre brutal de Nathan Potter, mais à cause de l'attitude de l'accusé, un jeune homme de 19 ans, sans regret, sans compassion. Shaondell Jackson était assis dans le box, menottes au poignet, entouré de gardiens. Son regard restait fixe, froid. Il ne montrait aucune peur. Certains disaient même qu'il semblait attendre le verdict avec arrogance, comme s'il voulait prouver qu'il n'avait jamais eu peur de rien. Dans les premiers rangs, la famille Potter se tenait la main. Ils avaient apporté une photo de Nathan. Un grand sourire, des yeux pleins de vie. Une image d'un monde qu'ils ne reverraient jamais. La mère de Shaondell, Rachette, était aussi là, les larmes aux yeux, tenant une Bible serrée contre sa poitrine. Elle murmurait sans arrêt. « Seigneur, protège mon fils, ne le laisse pas mourir ici. » Mais au fond d'elle, elle savait. Ce jour-là, elle allait perdre son enfant. Pas à cause d'une balle, mais à cause de la justice. Le verdict tombe. Le juge prit la parole. Sa voix était ferme, posée, mais chargée d'une gravité exceptionnelle. « Monsieur Jackson, ce tribunal a examiné les faits, les preuves et votre comportement. Votre crime est d'une brutalité extrême. Et votre absence de remords montre un danger profond pour la société. » Elle fit une pause. On n'entendait plus rien. Pas un souffle. Puis elle déclara. « Pour le meurtre de Nathan Potter, je vous condamne à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce verdict est réservé aux crimes les plus graves, et je crois sincèrement que votre cas atteint ce niveau. » Quelques mots. Mais ils ont suffi à faire éclater la tension contenue depuis des semaines. Au moment où ces mots ont frappé l'air, Shaondell Jackson a explosé. Il s'est levé d'un bond, criant des insultes au juge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas ce droit. » Mais ce fini n'avait rien de libérateur. C'était un vide, un silence qui allait durer toute une vie. Leur fils n'allait jamais revenir. Et même si le monstre était derrière les barreaux, leur douleur, elle, restait libre. Rachette Jackson, la mère du tueur, criait elle aussi. Elle suppliait les gardiens. « Laissez-le. C'est mon fils. Il a juste perdu la tête. » Mais personne ne pouvait plus rien faire. Le destin venait d'être scellé. À l'extérieur du tribunal, Gerald Hawkins, l'oncle de Shaondell, celui qui l'avait dénoncé, regardait les journalistes droit dans les yeux. Malgré les menaces reçues de sa propre famille, il n'a jamais regretté son geste. « J'ai fait ce que j'avais à faire », a-t-il dit calmement. « On ne protège pas un tueur, même s'il est ton neveu. Il doit réfléchir à tout ce qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas enlever la vie à quelqu'un et espérer s'en sortir. » Ces mots ont résonné comme une leçon de courage, dans une famille déchirée entre la vérité et la loyauté. Quand tout s'est enfin calmé, le tribunal était méconnaissable. Des bancs renversés, des mouchoirs au sol, des policiers épuisés. Le juge Dalley, impassible, est resté seul un moment, avant de quitter la salle. Elle savait qu'elle venait d'affronter l'un des procès les plus émotionnellement violents de sa carrière. Et dans ce silence, un détail glaçant. Le sourire que Jackson affichait depuis des mois avait disparu, remplacé par une peur froide, celle de passer le reste de sa vie entre quatre murs. Nathan Potter n'était pas un nom dans un dossier. C'était un jeune homme passionné de cinéma, un fils, un frère. Ses parents ont décrit des nuits sans sommeil, une douleur qui ne disparaît jamais. Pendant ce temps, Derek Thomas, le complice, a été condamné à 12 ans de prison seulement, ce qui a choqué beaucoup de gens. Certains ont dit que la peine de Jackson était trop lourde pour un jeune homme de 19 ans. Mais pour d'autres, c'était simplement la justice. Shaondell Jackson croyait qu'il pouvait rire de la mort et de la justice. Mais ce rire est devenu son dernier.
Parce qu'au final, la cruauté attire toujours sa propre punition. Alors je te pose la question. Était-il un monstre ou juste le produit d'un monde brisé? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour que ces histoires vraies, ces cris de douleur, ne tombent jamais dans le silence. Clique sur la prochaine vidéo et on se retrouve là-bas pour une nouvelle vérité à dévoiler.